OK, bonjour, je m'appelle Marc Scott. Je suis né à Ottawa, donc je suis franco-ontarien. Je demeure à Alfred, je suis franco-ontarien. Et j'ai passé la jeunesse à Hull, en Outaouais, donc partiellement québécois. Mon arrière-grand-mère, elle était atikamekw. Ça paraît pas, parce qu'elle a épousé un Irlandais. Et ma grand-mère est venue rester avec nous pendant 17 ans. Et elle nous racontait des histoires autochtones. Mon père, lui, il aimait bien raconter des histoires aussi, mais c'était pas autochtone, c'était souvent des histoires qu'il racontait aux enfants, mais qu'il n'aurait pas dû conter aux enfants. C'était fait plutôt pour les plus âgés. Mon frère racontait des histoires. Ma sœur écrivait des chansons et chantait des chansons. Alors, dans notre famille, on aimait ça parler, chanter, écrire. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, plutôt que de raconter tes histoires à tout le monde, parce que tu es un conteur, pourquoi tu ne les écrirais pas? Je n'avais jamais pensé à écrire, mais j'ai dit, bon, d'accord, pourquoi pas? J'écrivais des petits poèmes quand j'étais adolescent, là, que je dédiais aux plus belles filles de la classe, mais c'était pas ça qui était important. Alors, à un moment donné, j'ai écrit un premier livre qui s'intitule « Contes et récits de l'Outaouais », où j'ai raconté des histoires des deux côtés de la rivière des Outaouais. Et ça a été un gros succès, même que les gens venaient me voir et me disaient « C'est excellent, mais t'as oublié celle-ci, t'as oublié celle-là. Connais-tu celle de Castleman? Connais-tu celle de Rockland? » etc. Alors j'ai fait des recherches et j'ai écrit un deuxième tome. Puis le deuxième tome, ils sont venus me voir par la suite, puis on dit « Il est encore meilleur que le premier. » Alors j'étais très content. Alors j'ai écrit un troisième tome. Celui-là, ils ne m'ont pas dit qu'il était meilleur que les deux autres. Alors je me suis arrêté. Puis à un moment donné, quand ma grand-mère est morte, j'ai décidé d'écrire un recueil de légendes autochtones. Mais pour ça, je voulais traverser le Canada. C'est pas facile sur le pouce, puis ça coûte cher en avion, en train, en voiture. Alors j'ai fait une demande de subvention au Conseil des arts du Canada qui m'a subventionné pour justement que je puisse traverser le Canada d'un océan à l'autre et à l'autre, parce qu'on a 3 océans. Et puis, j'ai rencontré des groupes qui ont voulu partager avec moi, d'autres qui n'ont pas voulu partager avec moi parce qu'ils disaient que c'était leurs histoires. Même si je leur disais que j'étais lointain, un métis, là, ben, ils ont dit non, 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 c'était nous autres les histoires. Et c'était correct. Alors, mon premier livre, je vais vous le montrer, c'était celui-ci, Légendes autochtones. Vous voyez? Alors, celui-ci est paru en 2011, je pense, ou 2012. Ensuite, ben, comme pour les premiers, il y en a des gens qui m'ont dit « Mais tu n'as pas parlé de cette nation-là, ni de cette nation-là, etc. » J'ai refait une demande au Conseil des arts du Canada et j'ai eu une deuxième fois une subvention pour traverser les pays. Et puis, j'ai écrit celui-ci, « Récits autochtones ». Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui vient du peuple Ojibwé. Et c'est l'histoire du capteur de rêve. Là, maintenant, vous en voyez partout des capteurs de rêve dans les boutiques souvenirs. Il y en a même qui viennent de Chine, etc. et tout. Mais la vraie histoire qui vient des Ojibwés, c'est celle-ci. Et c'est le seul peuple qui, à ce moment-là, faisait des capteurs de rêve. Par la suite, il y a encore maintenant les Premières Nations qui en font un peu partout. Je vais commencer par chanter, imaginez, une petite chanson qui dit tout simplement « Approchez-vous et écoutez ». We got one, 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 we got one. We got one, 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 we got one. C'est tout. Ça disait, approchez-vous, je vais vous raconter une histoire. Et cette chanson-là nous vient des Abénaquis. Alors, le capteur de rêve, voici l'histoire. Au début du printemps, lorsque les neiges se mettent à fondre, les chasseurs sortent de leur tipi et ils s'en vont en forêt pour essayer d'attraper de la nourriture.
Tout l'hiver, ils ont mangé ce qu'il y avait en réserve et il ne reste plus grand-chose maintenant. Alors, c'est important que les chasseurs trouvent n'importe quoi. Que ce soit de la perdrix, que ce soit du renard, du castor, que ce soit un porc-épic, que ce soit quelque chose de plus gros. Et ils vont dans la forêt. Tous ont à peu près leur piste à eux autres, et puis ils s'en vont, mais de toute façon, tout ce qui est trouvé est partagé dans toute la tribu. Alors, c'est pas tellement important qui rapporte quoi, c'est pour nourrir la tribu. Il y en a un qui s'appelle Pied-Agile. Pied-Agile, lui, se lève de bonne heure le matin, sort du tépi, part. Et il part à la recherche d'animaux, avec son arc, ses flèches, son carquois. Mais il ne trouve rien la première journée. Il revient bredouille le soir, puis sa femme, qui le regarde, elle regarde sa ceinture, il n'y a rien. Il dit non, j'ai rien trouvé. Tout le monde a faim, hein, dans la tribu. Mais il n'est pas le seul à revenir bredouille. Beaucoup des chasseurs reviennent puis ils n'ont rien. Peut-être un lièvre, peut-être une perdrix, mais ce n'est pas suffisant pour nourrir tout le monde. Le lendemain, il se relève encore, Pied-Agile repart dans la forêt. Un petit peu plus dans la région ouest de son territoire. À un moment donné, il est fatigué. Alors il s'assoit sur une bûche, sort quelques feuilles de tabac, et les mastique un peu pour se donner de l'énergie, pour se donner de la force, pour se donner de l'endurance. Et il repart. Puis à un moment donné, il est en train de marcher, puis il arrive à une clairière qu'il n'a jamais vue. Il se demande, qu'est-ce que c'est que ça? Où suis-je? Et là, il y a un vieux monsieur qui est assis là, devant un feu, et puis qui l'invite à se rapprocher. Alors, Pied-Agile, comme tout bon autochtone, salue, et puis vient près du feu. Le vieillard lui monte une bûche. Il s'assoit sur la bûche. Et là, le vieillard ne dit rien, mais il prend son arc et il commence à faire des symboles dans la terre juste devant, près du feu. Pied-Agile lui demande, qu'est-ce que c'est? Ah, il dit, ce sont des signes magiques. Des signes magiques? Il dit, oui, il dit, je fais ça dans le sable pour appeler les esprits, pour qu'ils me donnent du pouvoir. Il dit, vous, le vieillard, vous voulez du pouvoir? Ah, il dit, oui, mais ce pouvoir-là, si j'ai ça, je pourrai contrôler le monde, contrôler la grande tortue. Là, Pied-Agile dit, et si vous contrôlez, qu'est-ce que vous allez faire? Ce que je veux. Je serai le maître du monde, je pourrai faire ce que je veux. Et là, Pied-Agile se lève et dit, oui, mais si je détruis tous vos signes? Le vieillard le regarde et dit, si tu détruis ces signes-là, il va t'arriver malheur. Ou tu vas mourir, ou bien toute ta tribu va souffrir. Tu ne touches pas à ces signes-là. Alors Pied-Agile, ne sachant que faire, il se retourne et s'en va dans la forêt. Il essaie de chasser, mais ne trouve rien. Alors, il décide d'attendre que le vieillard dorme. Quand la nuit arrive, le vieillard est couché, il dort, Pied-Agile revient et il efface tous les signes sur la terre. Et puis, il retourne chez lui. Le lendemain, il se lève et il s'en va chasser. Et il ne trouve rien. Tous les chasseurs de la tribu reviennent les mains vides le soir même. Là, les gens commencent à avoir très faim. Il y a même des vieillards et des vieilles qui décident tout simplement de quitter la tribu, de s'en aller en forêt, mourir, dévorés par les loups ou quoi que ce soit, pour qu'il y ait moins de bouche à nourrir. Il y a des enfants qui meurent presque dans les bras de leur mère parce que leur mère n'a plus de lait pour les nourrir. Et ça devient de mal en pis. Chaque jour, les chasseurs vont, chaque jour, ils reviennent bredouilles. Même qu'à un moment donné, ils commencent à rêver. Ils sont tellement fatigués, là, comme à un moment donné, Pied-Agile dort dans la nuit, puis là, il voit un monstre rentrer dans son tépi, arriver, puis sauter sur sa femme, et il la dévoré. Il se lève en sursaut, mais ce n'est qu'un cauchemar. Sa femme dort. Ah, il se recouche. Et nuit après nuit, les cauchemars viennent
et empêche les chasseurs de bien dormir. Alors, quand ils arrivent le jour pour aller chasser, ils marchent un peu comme des zombies, là. Ils sont à moitié réveillés, à moitié endormis. Même le jour, ils rêvent à des bêtes qui sortent de la forêt puis qui s'en vont vers eux et tirent des flèches sur rien. À un moment donné, Pierre-Gilles, il voit 2 perdrix, mais il est tellement fatigué que lorsqu'il tire sa flèche, ça passe à côté des perdrix. Les perdrix s'en vont en cancanant comme si elles riaient de sa maladresse. Alors, il ne sait plus quoi faire. Même qu'il dort tellement mal qu'à un moment donné, il a frappé sa femme parce qu'il pensait que sa femme était un monstre. Alors, elle a décidé, bon, écoute bien, Pierre-Gilles, je vais aller dormir chez papa. Alors, son père, à elle, il est vieux, il est malade, elle va s'occuper de lui, et pendant ce temps-là, elle va se protéger elle aussi. Mais Pierre-Gilles continue de rêver. À un moment donné, il est dans son tépi, il y a un petit feu qui monte, la fumée qui sort par le trou du tépi, et puis il a une vision. Il pense que c'est un rêve. Il n'est pas trop certain. Et qu'est-ce qu'il voit? C'est grand-mère araignée qui descend juste en face de lui. Et elle le regarde. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Elle dit, tais-toi puis écoute. Et il se tait. Elle dit, là, tu vas aller dans la forêt me chercher une branche d'hêtre qui est assez robuste pour ne pas être brisée, mais assez souple pour que tu puisses en faire un cercle. Et tu me la rapportes. Il dit, mais elle dit, tais-toi et va. Alors il part et il s'en va dans la forêt et il trouve un hêtre, il choisit les branches, quand il les plie, certaines se fracassent, alors il en essaie d'autres, puis à un moment donné, il en trouve une, là, il peut faire un cercle avec ça. Alors il revient dans son tépi et grand-mère araignée est toujours là. Donc c'est pas une vision, elle est là. Alors, elle dit, approche le cercle. Alors, il tient le cercle et il approche de grand-mère araignée et il se met à tisser une toile à travers le cercle. Et elle tisse, laissant parfois quelques perles dans son... Tout ça. Et ensuite, elle descend. Il y avait 2 plumes de perdrix par terre. Elle les remonte tranquillement et elle les attache à ce cercle-là. Et elle dit, là, maintenant, là, Pierre-Gilles, tu vas prendre ce cercle-là et tu vas le faire pendre juste tout près du trou du tépi, là, où la fumée s'envole. Et le soir, tu vas dormir et tu n'auras pas de rêve. Et tu dis, comment ça? Elle dit, c'est très simple. Les cauchemars viennent souvent des mauvais esprits dans l'au-delà. Alors là, ils vont descendre, mais ils vont rester pris dans le capteur. Et lorsque le soleil va paraître à midi le lendemain, le soleil va faire fondre les mauvais rêves qui vont descendre dans les plumes et tomber par terre. Il dit, oui, mais les bons rêves. Elle dit, ne t'inquiète pas. Elle dit, tu vois, il y a un trou au centre, les bons rêves vont passer par là. Mais si tu as beaucoup de bons rêves, ils vont s'arrêter dans les perles. Et chaque fois que tu auras besoin de bons rêves, ils sortiront des perles et ils meubleront tes nuits. Il dit, ah oui? Elle dit, oui. Alors il l'essaie et il n'a jamais dormi aussi bien cette nuit-là. Le lendemain, il s'en va à la chasse. Qu'est-ce qu'il voit? Un wapiti. Wow! Il sort son arc, sa flèche, stick, touk. Un autre, stick, touk. Il se rapproche, la bête est là. Alors il remercie la bête, comme tous les peuples autochtones font, remerciant les bêtes qu'ils tuent parce qu'ils savent qu'elles vont nourrir la tribu. Il prend le wapiti, qui est très lourd. C'est quand même un gros wapiti. C'est pas si gros qu'un orignal, mais c'est plus gros qu'un chevreuil. Et il le met sur ses épaules. Et il marche et entre dans le village, où il voit tous ces visages affamés qui le regardent, même les autres chasseurs qui n'ont rien rapporté. Et il présente le wapiti et dit, allez, on mange.
Alors, les gens mangent, ceux qui mangeaient des racines les sortent de leur bouche et commencent à les cracher, et ils se coupent de la viande, et ils le font cuire, et ils font des sagamités, et ça mange, et ça mange, et ça mange. Mais là, on demande, « Puis Agile, comment tu fais? » Ah, il dit, « Venez, je vais vous montrer. » Et puis là, ils sont venus, et il leur a montré le capteur de rêve que grand-mère araignée avait tissé. Et il a dit, voici ce qu'elle a fait, avec des branches d'être. Et avec... Alors là, les dames ont dit à leur mari d'aller chercher des branches d'être, d'en faire des cercles, et elles, avec de la babiche, elles ont commencé à tisser aussi, hein, n'oubliant pas de mettre des perles ici et là. Et ça a été mis partout dans les tipis du village, et les hommes ont bien dormi. Et les jours suivants, ils ont pu, évidemment, chasser, trouver, parce qu'ils étaient reposés, parce qu'ils étaient agiles, parce qu'ils étaient en pleine forme. Et puis les animaux, évidemment, ont commencé à se rapprocher, parce que l'hiver étant fini, là, les animaux venaient manger de l'herbe ici et là. La neige ayant fondu, il n'y avait plus d'animaux qu'avant. Alors, des porcs-épics, des wapitis, des chevreuils, des loutres, et tout, et tout. Et c'est ainsi que le capteur de rêve est devenu un symbole des Ojibwés, peuple de l'Ontario, peuple du Manitoba. Les Ojibwés nous ont apporté ceci. Et maintenant, on en retrouve partout. Et maintenant, vous savez la véritable histoire de grand-mère araignée, qui a dit à pied Agile, le vieillard que tu as vu n'est pas un vieillard, c'est Fripon. Et Fripon, c'est quelqu'un qui aime jouer des tours aux humains. Fripon, c'est quelqu'un qui est un être maléfique. Et ce n'est pas les signes que tu as détruits qui a fait que personne ne pouvait chasser, c'est tout simplement la saison. Mais maintenant, l'automne est arrivé, et avec les capteurs de rêve, pas l'automne, le printemps est arrivé, et avec les capteurs de rêve, vous allez pouvoir dormir en paix. Voilà l'histoire du capteur de rêve. Merci beaucoup. Vous savez, quand j'ai visité les peuples autochtones, je suis allé aussi à Iqaluit, dans le nord, où j'ai rencontré les Inuits. Les Inuits sont là depuis beaucoup plus longtemps que les Autochtones, les Premières Nations, parce qu'eux autres, ils ont toujours été sur le pôle. Il y en a en Laponie, en Scandinavie, il y en a en Russie, il y en a partout. Et eux autres, ils suivaient évidemment les troupeaux, et puis c'est pour ça qu'ils étaient là. Et ils ont été habitués, eux autres, à vivre sur la glace. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a moins de glace qu'il y avait avant. Mais il y a une grosse différence entre les Inuits et puis les Premières Nations. Les Premières Nations, souvent, les légendes, eux autres disent que ce ne sont pas des légendes, ce sont des récits, ce sont des leçons. Et il y a toujours une morale ou une leçon qui est soit cachée ou qui est là. C'est pour ça que les Autochtones, souvent, vont raconter des histoires aux enfants. C'est une façon de les éduquer, mais c'est une façon aussi de transmettre leur histoire, leur tradition et tout ça. Tandis que les Inuits, eux autres, leurs histoires, c'est assez curieux, sont souvent des histoires remplies de sang, ou bien des histoires où c'est très drôle. Ils adorent rire, alors ils se racontent des histoires. Je comprends là, quand il y a des nuits là-bas là, qui durent à peu près 20 heures, alors il faut qu'ils s'occupent. Hein? Alors ils se racontent des histoires qui sont plutôt drôles et souvent plutôt sanguines. Je vais vous conter justement l'histoire des aurores boréales. On les voit, les aurores boréales, il y a les aurores australes en Antarctique, et puis ce sont de belles couleurs qui sont dans le ciel. Mais aussi, si vous êtes là et que vous les observez, vous entendez un bruit. Parce que c'est comme un piquetement, là. Ça fait... Ça chante, on dirait. C'est peut-être juste l'énergie qui bouge comme ça, mais mon ami Jack, que j'ai rencontré, il m'a raconté ce qui était arrivé. Alors lui, il dit, tu vois, nous autres, on croit que la Terre, elle est couverte d'un gros dôme. Et ce dôme-là protège la Terre de tout ce qui pourrait venir de l'extérieur. Mais il dit, dans le dôme, évidemment, avec les météores qui frappent, etc., puis tout ça, il dit, ça fait des petits trous parfois.
Il dit, l'autre côté du dôme, il y a une lumière aveuglante. Si cette lumière-là passait à travers le dôme, on serait tous aveugles. Il dit d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a nos petites lunettes là, comme ça, là, surtout sur la neige, parce que quand le soleil frappe la neige et rentre dans nos yeux, là, vraiment, là, on ne voit presque rien. Alors, on s'est fabriqué des petites lunettes avec des petites fentes, là, et ces lunettes-là sont faites en os. Je dis, bon, d'accord. Il dit, les aurores boréales, je vais vous dire ce que c'est. Je dis, bon, parfait. Il dit, quand les gens meurent, leur esprit sort du corps, monte dans l'au-delà. Il passe par des petits trous. Je dis, il y a des trous? Il dit, ben oui, la nuit, là, vous les voyez. Ben, je dis, ce sont des étoiles. Il dit, non, 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 c'est des petits trous et la lumière de l'extérieur paraît. Bon, d'accord. Il dit, alors, ils montent, ils s'en vont dans l'au-delà. Mais il y en a des gens qui meurent et qui trouvent que c'est injuste, que c'est trop vite, qu'il y avait une vie à vivre et puis ils sont morts plus tôt. Soit qu'ils ont été heurtés par un ours blanc qui les a coupés en deux, ou bien soit qu'ils se sont noyés en allant dans la pêche aux baleines et la baleine a donné un coup de queue et les voilà pris dans cette eau glacée. Ils trouvent qu'ils sont morts trop jeunes. Alors ils veulent revenir. Ils veulent revenir sur la terre. Ah, je dis, ben, comment ils font ça? Ben, il dit, voyez-vous, il dit, parce qu'ils sont morts jeunes, ils veulent avoir une longue vie, alors ils traversent, vous les voyez, c'est des esprits mauvais, ça. Et ils traversent et ils essaient d'entrer dans le corps de quelqu'un. Je dis, dans le corps de quelqu'un? Oui. Il dit, vous voyez ça des fois, là? Vous voyez un petit enfant qui s'en vient marchant, là, puis tout d'un coup, la tête explose, pouf, et il tombe. Il dit, du sang partout. J'ai du sang partout? Il dit oui. Mais je dis, pourquoi sa tête explose? Ben, il dit, c'est parce qu'eux autres veulent rentrer dans un corps où il y a déjà un esprit. Un être ne peut pas avoir deux esprits dans son corps. Alors, pouf, et il tombe. Mais non, vous perdez vos enfants? Il dit, bien sûr, parce qu'ils ne s'attaquent pas aux adultes. Ils veulent un jeune enfant, comme ça, ils ont une vie plus longue. Mais je dis, qu'est-ce que vous faites pour les éloigner, pour pas qu'ils s'attaquent à vos enfants comme ça? Ah! Il dit, ben, on a trouvé des moyens. Il dit, vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il y avait une sorte de pili-piti quand on les écoute, les aurores. Bien, il dit là, nous, quand on chasse la baleine, et on ne perd rien. Hein? On prend l'huile de baleine pour se chauffer, pour faire la lumière. On prend la peau pour se réchauffer. On prend la viande pour se nourrir. On prend les os pour faire des lunettes, pour faire des harpons. Mais aussi, il y a des petits osselets, là. Hein? Vous vous demandez ce qu'on fait avec ça? Bien, on les met dans un petit sac là, de peau et puis on les brasse comme ça. Et écoutez bien, quand je brasse mes osselets, ça fait pili-piti. Ah. Il dit alors, quand on voit les aurores boréales sortir comme ça et venir près de notre village, tous les hommes sortent de l'igloo et se placent en ligne, et pendant que les femmes font des chants de gorge, nous on ne fait pas des chants de gorge. On n'est pas capable. Les femmes sont bonnes pour faire des chants de gorge. Elles se placent une face à l'autre et elles font ah, mais il dit, je peux pas le faire, moi. Il se met à rire, Jack, là, avec sa petite moustache. Et puis là, il dit, nous, on sort, et puis on prend tous nos sacs, et puis on fait et les aurores viennent et disent, ah, il y a déjà quelqu'un, là. Ils sont déjà venus. Alors ils repartent et ils s'en vont ailleurs. Ils ne peuvent pas venir envahir les enfants de notre village puisqu'ils sont déjà là. On les trompe avec leur propre bruit. Je dis, ouais, mais c'est bien beau ça, mais vous réussissez à envoyer les aurores boréales. Puis vous me dites que les aurores boréales, ce sont des esprits qui veulent revenir sur Terre. Ben oui, je vous dis ça. Tout le monde croit ça, là. Ici, tout le monde le sait. Mais je dis, c'est tellement de belles couleurs. Il dit, oui, c'est pour attirer les enfants qui sortent et puis qui regardent. Il dit, hey, papa, regardez, maman, regarde. Il dit, et c'est là qu'il frappe. Mais on a trouvé un remède à ça. Mais j'ai dit, vous pêchez presque plus la baleine. Il n'y en a presque plus ici dans le nord des baleines. Comment vous pouvez maintenant éloigner les aurores boréales? Ah! Il dit, ben maintenant, on a des parkas. Ça nous vient du sud. On a des gros manteaux d'hiver. Hein? Je dis, oui, comme le mien. Alors, il dit, voilà.
on prend notre fermeture à glissière, vous voyez, nous l'attachons, et nous sortons tous, et ensemble, nous faisons avec notre fermeture à glissière. Et là, c'est le même bruit que... Ça fonctionne. Je dis, bien sûr que ça fonctionne. Mais n'oubliez pas une chose, ça doit être des fermetures YKK. Je dis, pardon? Il dit, regarde la languette. Et il me montre la languette de son manteau, et sur la languette de sa fermeture à glissière, c'est écrit YKK. Il dit, les autres ne font pas le même bruit. Les autres ne sont pas en métal. Les autres sont en plastique parfois. Il dit, pour avoir un bon bruit, ça prend des YKK. Et il dit, ben Jack, tu m'en apprends encore. Et il se met à rire, allume sa pipe et s'étouffe un peu parce qu'il riait. Et il dit, ben voilà Marc, c'est de là que viennent les aurores boréales. Voici l'histoire des aurores boréales que Jack m'a contée à Iqaluit quand je l'ai rencontré. Il m'a conté des histoires de femmes cannibales, il m'a conté tellement d'histoires. Mais je reviens aux Premières Nations. Vous savez, on les appelle les Autochtones. Avant, on les appelait les Indiens, les Sauvages, les Amérindiens, etc. Mais un Autochtone, c'est quelqu'un qui est né ici. Alors, finalement, vous et moi, nous sommes des Autochtones. Parce que peut-être nos grands-parents, nos arrière-arrières étaient des immigrants. Mais nous, si on est né sur la terre canadienne, on est aussi des Autochtones. Donc, c'est mieux maintenant de parler de Premières Nations, ce qui signifie qu'ils sont arrivés ici en premier. Et ensuite, il y a eu les Deuxièmes Nations, les Troisièmes, les Quatrièmes, les 125e, parce qu'il y a beaucoup d'immigrants qui rentrent, là. Mais on est tous autochtones si on est né en terre. Et je vais terminer en vous parlant des Hurons. Parce que les Hurons, qui sont des Wendat, les Français, quand ils sont arrivés ici, les ont appelés Hurons. Et les gens se posent la question, pourquoi ils ont appelé Hurons? Si vous lisez Astérix et Obélix, vous savez qu'Obélix mange des sangliers en quantité, en quantité, en quantité. Et un sanglier, là, si vous le regardez, il n'y en a pas beaucoup par ici, j'ai regardé, là, j'en ai pas trouvé. Les sangliers, là, ça a comme une sorte de hure sur le dos. C'est-à-dire que son poil, il est dressé en plein milieu du dos, à partir de la tête jusqu'au dos. C'est une hure. Et quand on a rencontré les Wendat, les Français ont vu qu'ici, ils se rasaient et ici, ils gardaient leurs cheveux ici. Et ça leur a fait penser aux sangliers de chez eux. Alors, ils les ont appelés des Hurons. Mais ce qu'il y a de curieux, c'est que les Iroquois n'ont jamais eu de hure. Mais aujourd'hui, ils se donnent le nom de Mohawk. Pourquoi? Et quand on va chez le coiffeur, on demande une coupe Mohawk. Mais ça n'existe pas. C'est une hure. Les Iroquois n'ont jamais eu d'hure. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont pris le nom Mohawk? Je vais vous le dire. C'est parce que les Algonquins qui s'occupaient de la rivière ici, la grande rivière qu'on appelle la rivière des Outaouais, ils n'aimaient pas les Iroquois. Parce que les Iroquois, quand ils les attrapaient, ils les torturaient, etc., ils étaient très violents. Alors, ils les ont appelés Mohawk, qui veut dire mangeurs de chair humaine. Donc, cannibales. Voyez-vous? Alors, ils les appelaient des cannibales. Mais là, les Iroquois, ils ont repris ce nom-là parce que ça fait féroce, ça fait fort. Et avec le beau drapeau, avec l'Autochtone, avec la peau rouge, ils n'ont jamais eu la peau rouge, avec cette coupe Mohawk, et maintenant, ils se promènent avec leur drapeau, et on en a tous peur un peu. Quand ils se déplacent, on dit « Oh, oh, attention, les Mohawks s'en viennent » ou « Les Mohawks sont là, ils ont barré la voie ferrée, on ne peut plus passer ». C'est tout simplement parce qu'ils se servent de ce symbole-là pour dire « Nous sommes forts, nous sommes, voyez ». Mais vraiment, la coupe, c'était les Hurons qui l'avaient. Qu'est-ce que vous voulez? En parlant des Hurons, vous m'avez vu jouer du tambour tantôt. Ce sont les Wendat qui ont fait ce tambour-là. Et les Hurons, ce sont aussi eux qui ont créé les raquettes en métal avec des petits pics en dessous et qui est beaucoup plus pratique que les anciennes raquettes en bois, là, puis à la babiche, là. Ce sont eux autres.
Les Hurons-Wendat de Québec sont tellement nombreux qu'ils dépassent 50% de leur population vit à l'extérieur de la réserve. Et ils sont très, très bons dans presque tout, la fabrication de canots, de raquettes, etc. Et puis, ils se sont mêlés beaucoup avec les Canadiens français, même qu'il n'y a pas longtemps, leur chef, M. Sioui, avait les yeux bleus comme moi, les cheveux presque roux, et puis beaucoup de taches de rousseur. Alors, vous voyez, le métissage, là, est très important entre les Premières Nations et puis les Canadiens. C'est pour ça qu'on doit s'entendre comme ça. Et je vous remercie.